dit Reebok, foot US et hip-hop, vous pensez à qui? Allen Iverson. L'idole de ma jeunesse. Adresse MSN, Allen Iverson du 92, dédicace. Ok. Adresse MSN. L'adresse MSN, les tresses, tout. Damas, t'as dû faire des dingueries, à vous. Je me suis levé plusieurs fois, 2h, 3h du matin pour le regarder. Bon, c'est vrai, les matchs à l'Est, ça commence à 1h, 1h30 du matin, ok? Mais dès que Allen Iverson affrontait une grosse équipe de l'Ouest, vous pouvez compter sur moi pour regarder la télé avec Georges Eddy, avec tous ces mecs qui nous ont... Iverson, j'ai besoin de couper ma phrase, c'est trop. C'est l'un des héros de mon enfance. N'est-ce pas, Vlad? Ah oui, non, mais de toute façon, c'est quelqu'un qui a bercé des générations et des générations, notamment les 90. Donc, ouais, non, pour le coup, Iverson, tu te levais sans problème. Tous les rendez-vous All-Star Game, etc., tu savais que tu te levais pour Iverson. Moi, je l'avoue, au départ, j'ai commencé, je me levais juste pour le style, hein. Je vous le dis clairement, j'arrivais, il avait des tatouages, des bandages sur les bras, les tresses, il arrivait, on dirait qu'il allait me faire un cross, il allait faire un freestyle en même temps. C'était incroyable. Incroyable. Pile, mais bon, c'était surtout un grand joueur de basket. Grand joueur de basket, même grand tout court. Parce qu'il faut bien prendre en compte d'où il vient, ce monsieur Allen Iverson. Hein. Petit par la taille, bon, ça, il peut rien y faire. Hein. C'est les jeunes qui travaillent, mais au-delà de ça, franchement. Alors, Kobe Bryant considère que ça a été son plus grand adversaire de toute sa carrière. Il le considère comme étant son plus féroce rival qu'il a eu, surtout sur les postes arrière, parce que on se souvient de cette génération, hein, il faut en parler. Hein. Iverson a affronté de sacrés clients, notamment la draft 96, on va encore une fois y revenir, avec donc Kobe Bryant en question, il finit premier. Stephen Marbury qui a aussi affronté plusieurs fois, Ray Allen, bien entendu. Ouais. Donc il y a quand même pas mal de mecs, et notamment Vince Carter avec cette fameuse série 2001. Hein. Et Allen Iverson, ça vient de loin. Ça vient de loin. Il a commencé d'abord dans son quartier par le foot US. Ouais. Ensuite, comme vous pouvez le constater, que ça soit en France, même aux États-Unis, c'est plus facile de jouer au basket dans la rue qu'au football américain. Donc, il y a plus de terrains de basket à proximité, surtout dans les ghettos afro-américains. Oui. D'ailleurs, il raconte, j'ai vu ça dans un reportage du coup sur sa carrière, que quand il ne pouvait pas rentrer chez lui, souvent il dormait dehors et qu'il allait chercher son ami qui était un blanc. Yes. Du coup, c'était le seul blanc du quartier. Il allait le sonner chez lui à 5h, 6h du matin pour lui dire viens, on va jouer au basket. L'autre qui comprenait rien, il se réveillait à 5h du matin, mais qu'est-ce que tu fous devant chez moi? Et en fait, il venait le chercher pour jouer au basket dès 5h du matin, quoi. C'est pour dire le gars qui était déterminé. D'ailleurs, reportage sur Netflix, très intéressant. Ouais, pour pas citer de source. Voilà. Très intéressant, mais ouais, c'est pour dire à quel point le gars, en fait, il avait trouvé dans le basket sa seule porte de sortie pour s'échapper du ghetto, clairement. Vous savez, il sort d'une famille très pauvre, il grandit sans père. Son père adoptif, on va dire, celui qui est avec sa mère, est en prison, et sa mère doit élever lui et sa petite sœur, et la seule issue qu'il a trouvée pour sortir de ce ghetto-là, c'est le sport. C'est le sport, comme beaucoup de phénomènes, hein, pour les jeunes descendants afro-américains, notamment issus de ces quartiers et classes défavorisées. Le sport devient une issue, et en effet, Iverson mentionne plusieurs fois hein, que panne d'électricité, des situations vraiment précaires, panne d'eau, plusieurs fois, c'est-à-dire vous avez le courant un jour, l'autre jour ça passe pas. Donc tous ces phénomènes qu'on voit dans les pays du tiers-monde se retrouvent encore une fois dans le contexte des quartiers afro-américains, et Iverson n'y a pas échappé, avec notamment une grosse hausse de violence aussi, hein, il faut en parler. Après il a eu la chance dans sa vie d'avoir souvent des anges gardiens. Il a eu la mère du coup de ce garçon là qui l'élevait un peu comme son fils, qui lui faisait à manger, qui l'hébergeait quand sa mère n'était pas là. Il a eu ensuite son coach de foot US quand il était jeune, qu'il l'a aussi pris en charge, qu'il l'a hébergé pendant longtemps, jusqu'à son passage en prison dont on va parler. Et ensuite à la fac, son coach de basket qui lui a permis de pouvoir enfin une stabilité dans sa vie. Enfin, en effet, hein, il le considère comme étant son papa, son père spirituel, en tout cas comme son deuxième père. Alors, Iverson, donc en effet, il y a déjà le duel, hein. Foot US basketball déjà, très jeune, il a déjà un talent déjà très mis en évidence hein, par rapport à ces deux disciplines. Il considère même que le basket est trop soft par rapport au foot US. Donc ce qui est même fou, c'est que c'est même sa famille
parce que sa sœur justement était contre la violence, j'ai oublié le nom, considère que le foot US est trop dangereux pour son frère. Et elle le tape sur les doigts comme quoi, oui, non, il faut que tu bascules au basket. Sa mère qui lui achète des Jordan, qui lui dit, bon, maintenant, c'est le basket. Iverson pleure. Et encore une fois, il fait preuve de ténacité, même auprès de sa famille. Et ça va se retrouver sur le terrain, hein, parce qu'Iverson, pour lâcher le morceau, il faudra y aller. Et il va jouer au basket. Et c'est là où il étonne tout le monde, quoi. Concrètement, on avait affaire à un talent. Alors, pour terminer, pour clore l'enfance d'Iverson, il faut quand même dire merci aux États-Unis sur ce système-là, c'est-à-dire, le talent peut venir de n'importe quel endroit et surtout à n'importe quel moment, et Iverson n'y échappe pas. Bah, surtout que le gars a pu enchaîner, que ce soit à la fois sur le football américain et du coup le basket. Il a été notamment au lycée All-American côté basket ainsi que côté football américain. C'est ce qui lui a permis derrière de pouvoir aussi décrocher notamment toutes les bourses, notamment à Georgetown. Exact. Et ça a été le véritable tremplin pour lui de coup derrière. Georgetown, ça a été le tremplin pour lui, surtout qu'avant il y a eu l'affaire au bowling où qui a pris une ampleur médiatique dans tout le pays. Tout à fait. Où il a fait quand même quelques mois de prison. Et après ça, quand il sort de prison, il a son ange gardien, comme on disait, à Georgetown, qui le prend sous son aile. Alors, qui lui permet ensuite de... Ça s'est joué à peu de choses, hein, ça s'est joué à peu de choses, hein, parce que là, le tribunal de première instance mentionne 5 ans de prison, je crois, pour Iverson. C'est ça. 5 ans de prison. Deuxième instance parle également, je crois, de 15 ans, je crois. C'est ça. Parle de 15 ans. À la base, il prend 5 ans. À la base, bien entendu, il prend 5 ans, on est d'accord. Et il y a des vidéos à témoins qui voient en fait dans la bagarre qui a eu lieu entre des Noirs et des Blancs. La salle. Et on voit des chaises qui vont dans tous les sens. Et lui part de la salle. En effet. Et je crois qu'il a juste été mentionné comme quoi il avait juste poussé quelqu'un. C'est ça. Alors il était déjà une image, hein, Iverson, hein, déjà dans son lycée. Même aux États-Unis, on parle de lui comme un prospect, la future star NBA qui doit arriver. Hein. Exactement. Donc c'est pour ça que ça prend une ampleur médiatique. Exact. Donc le fait qu'il y ait cette vidéo-là, ça prend des ampleurs colossales, et ce qui met en jeu, bien entendu, l'avenir d'Iverson. Alors, dû justement à cette affaire qui va jusqu'au judiciaire, Kentucky retire sa bourse pour Iverson. Donc il y a ça aussi qu'il faut dire, donc ça joue beaucoup. Et la mère d'Iverson, donc Anne Iverson, bien entendu. Annie, on l'appelle au quartier. Annie, fait un effort colossal auprès de John Thompson, qui est le coach de Georgetown, l'université qui était à la base destinée au poids lourd, hein, donc au pivot NBA. Donc on peut mentionner certains noms avec. C'est vrai qu'il y a s'entretient avec lui. Dikembe Mutombo et Alonzo Mourning. Hein. Que des gens très violents. Quand même, des intérieurs rustiques. Pas très tendre, on va dire. Ouais. C'est vrai, pas très tendre, et même techniquement parlant, c'est assez compliqué. Ouais, c'est la bagarre. La bagarre. En tout cas, Madame Iverson fait un travail colossal pour convaincre John Thompson de prendre Iverson. Elle a repéré la poule aux œufs d'or aussi, hein, la maman. Mais il fallait qu'elle le fasse. Et elle a très bien fait. Hein. Iverson mentionne plusieurs fois. Hein. Il lui achète même 2 maisons après, une fois que sa carrière explose. Hein. Donc, Madame, bravo. Franchement, avec le peu de moyens qu'elle avait, élever son fils dans de telles conditions, il faut lui donner un coup de chapeau. Et justement, à Georgetown, c'est là où il explose. Alors, prospect NBA tape déjà à la porte. Et pourtant, il fait encore une année de plus. Hein, à Georgetown, il fait 2 ans. Et arrive enfin la draft 96, messieurs. Est-ce que vous pouvez un peu en parler là? Qu'est-ce qu'il en est? L'une des meilleures de tous les temps, hein, de toute façon. L'une des meilleures de tous les temps. Pour moi, c'est la meilleure. Ah ouais? Ouais, je la préfère. Discute, pour moi, c'est la. En tout cas, je la trouve meilleure. Je la trouve meilleure que celle de 2003. 2003, 84. 84, je la mets. 84 débat. 2003, je la trouve meilleure. Parce qu'au final, on va dire que dans la 2003, t'as LeBron, Melo, donc Wade, ok. Mais Bosch aussi. T'as déjà 3 Hall of Famers sûrs. C'est ça, t'as ces 4, même les 4. Ouais. Même les 4. Mais après, derrière les 4, je trouve qu'il y a beaucoup de mecs. Derrière les 4, je trouve qu'il y a beaucoup de mecs qui ont fait 1 ou 2 saisons et qu'après qu'on a plus trop, une ou deux bonnes saisons, mais qu'après qu'on a un peu disparu. Alors que sur l'ensemble de la 96, il y a quand même pas mal de mecs qui ont fait des 5-6 saisons correctes en NBA, qui ont fait des saisons solides, comme, il y a Sharif Abdul-Rahim aussi dans la, il y a ça, il y a des mecs, Marcus Camby, des mecs qui ont fait des 10 ans NBA, qui ont fait leur Jermaine O'Neal, il y a quand même des, Peja Stojakovic aussi. Voilà, le niveau global, même si au final le seul qui titre c'est Kobe et Allen, les autres sont bons. Sont bons en effet. Alors, il faut parler également de Pat Cross, qui était président des Sixers de Philadelphie et qui a obtenu le premier choix de la draft et qui explose de joie. Heureux. Il était heureux. Et à la base, il y avait eu un match en plus avant en universitaire ou au lycée, je sais plus, contre l'équipe de Ray Allen. C'est en université, il y a un match contre l'équipe de Ray Allen où ils doivent s'affronter après. En fait, c'est les 2 prospects qu'on attend à la draft.
Il y a beaucoup eu d'hésitation sur prendre Ray Allen ou Iverson du coup pour Fila. Exact. Et au final, le côté un peu bling bling pour rajouter ça à Fila, il voulait un peu ce côté un peu marketing. Ouais. Rappeler ça, et c'est là que ça a penché vraiment sur la balance d'Iverson. C'est pour ça qu'il est si heureux quand il se fait signer Iverson aussi. Il le dit, c'est qu'il sait que son club, sa franchise plutôt, va prendre une autre dimension complètement stratosphérique. Moi, c'est ça. Allen était plus discret. Moi, c'est ça juin qu'il exprime quand il obtient le premier choix de draft, parce qu'il faut bien dire à nos plus jeunes auditeurs, c'est que les loteries draft en NBA sont entre guillemets au hasard, si on veut dire comme ça. C'est un peu, on va dire, tirer une boule au sort, on va dire, et vous avez le premier choix, mais on va dire par hasard en fait. Vous pouvez pas vous dire à titre par probabilité que vous serez le premier choix de draft lors de la future session. Et là, ça tombe sur les Sixers, qui forcément sortaient d'une saison catastrophique. On va éviter de donner les chiffres. Une fois qu'ils arrivent premiers, on sait tous que c'est Allen Iverson qui arrive. Qui va être certain. Oui. Et quelle saison rookie. Rookie de l'année là pour le coup, et qui fait directement ses preuves devant. The GOAT, Sa Majesté. On passera des détails. Non, on va en parler. Il y en a certains qui vont se frustrer sinon. On va parler de ce cross. Non, je sais que tu avais beaucoup de respect pour Jordan. Tu as voulu lui épargner de ça, mais il va prendre. Bon, il va prendre. Il a déjà pris par d'autres. Oui, il a tout pris, le monde prend en carrière. Là, c'est le phénomène parce que Iverson arrive, il prend la balle et Iverson avait sa spéciale, c'était le cross où il part à gauche, et il ramène la balle sur sa main droite, mais en fait on est obligé de le suivre sur la main gauche parce que si on ne le suit pas, il te drive. C'est trop tard. Donc t'es obligé de le suivre et il a cette capacité à repartir sur l'autre main. Et quand il le fait à Jordan, j'avais jamais remarqué que dans la vidéo on entend Phil Jackson qui dit "Hey Michael, on va défendre dessus." Il arrive pour défendre, il arrive pour se défendre, et au moment où il fait le drive pour partir à gauche, Michael le suit. Et il le prend dans l'autre sens, et là, il le fait le drive, tout le monde se lève dans le stade. Mais il faut même dire, justement, tout le monde se lève, c'est parce que tout le monde s'attend à cette action, en fait. Entre Sa Majesté et le fils prodigue. Parce que concrètement, je crois que je sais pas si c'était le Wachovia Center, non, le First Union Center à Philadelphie en ce temps-là, au niveau du nom du stade. Wachovia arrive après. First Union Center, tout le monde se lève parce qu'on s'attend tous à l'action de l'action. Maintenant, Iverson, au travers de cette action, il faut le dire, c'est que, en fait, il affronte pas que Jordan. Il affronte l'Amérique. Michael Jordan était l'idole d'Allen Iverson au niveau de sa jeunesse, comme pour beaucoup de personnes. Et Iverson, son esprit de compétition, s'est vraiment vu au travers de cette action, parce qu'il affronte Michael Jordan et il le crosse deux fois, c'est-à-dire une fois, et je reviens. Moi, cette action, c'est trop. Mais le faire en étant rookie, donc ne pas avoir peur d'eux, c'est là où justement on se dit que... Puis c'est Jordan 96-97, c'est pas Jordan 2002 ou Wizard. Jordan sort de sa saison. Non, et même Jordan 2002-2003. Non, mais c'est bon aussi, mais je parle, c'est pas la... S'il te plaît, pour un monsieur qui a plus de 40 ans, ce qu'il fait en 2002-2003... Non, mais il est bon, mais c'est pas là, justement, c'est plus quand même plus impressionnant ce qu'il fait là. On est d'accord. C'est pas quand le gamin arrive en 2002 et qu'il met un cross à Jordan qui a 43 ans. Alors il finit rookie de l'année. Il finit forcément rookie de l'année. Sans surprise, Alors, mais le début de beaucoup de problèmes. Oui, alors déjà au niveau de, alors il finit avec 23 points de moyenne pour la première année, avec 7,5 passes décisives, donc concrètement. En jouant arrière. En jouant, ouais. Non, il est pas arrière. Non, il est meneur. C'est un vrai combo. Il est meneur lors de cette première année. Il est encore meneur. Il passe deuxième année quand on arrive. C'est ça, avec Eric Snow. Tout à fait, avec Eric Snow qui au shoot. Un meneur correct. Et tu dis déjà en rookie, le gamin il est déjà à 40 minutes. Exact. Il est déjà à 40 minutes. L'équipe de Fila cette année-là, c'est catastrophique. Vraiment c'est ce qui sauve la saison en fait. C'est le moment bonheur pour les supporters des Sixers comparé aux. Ils viennent pour lui. Ils sont clairement en reconstruction, donc ça servait à rien d'attendre. Sauf que c'est le bol d'air frais là. Et après il y a tout le côté marketing qui va se mettre en place les saisons suivantes. C'est ça. Les tresses qui poussent. C'est ça. Il faut. Alors avant même parler de tresses, il faut parler d'un autre homme qui s'appelle David Falk, agent NBA, agent très important de NBA, qui a signé un gros contrat avec Iverson, avec Reebok. Mais d'ailleurs, il signe avant d'arriver en NBA. Il signe avec Reebok, avant d'arriver en NBA. Contrat de 10 ans, c'est ça? Ouais, un gros contrat. D'ailleurs, la valeur, je sais plus la valeur, mais en tout cas, c'est un contrat important. Il le fait signer le jour, je crois, de la draft ou pas loin. Genre, avant, c'est incroyable. Il le fait signer un gros contrat où il devient la marque, il l'emmène en Chine. Il l'emmène en Chine. Après, ça d'ailleurs, il devient une star. C'est une grande star en Chine, Iverson. Je me rappelle d'images où il est avec Yao Ming en Chine, où il est acclamé comme j'ai envie de dire un dieu. C'est incroyable. C'est une méga star. Les Chinois sont malades avec le basket. Quand ils sont à fond, ils sont complètement fous. Et
Et donc après c'est un peu la suite de Jordan dans le style, sauf que c'est Jordan avec Nike, Iverson avec Reebok, avec les paires de basket, le maillot Reebok Iverson, les vêtements, toute la marque Reebok et Reebok est pour lui. Hein. Et du coup, pour revenir sur ça, donc le premier contrat, donc c'est contrat de 10 ans pour $50 millions. 50 millions de dollars pour un gamin qui vient d'arriver en NBA. Un gamin qui vient tout juste à peine de signer. Né en 75, Iverson, faut le redire, et donc $50 millions qui à l'époque ne représentaient pas ce qu'on voit au niveau des contrats actuels. Mais c'est énorme, hein, franchement, je dis, il y a Nike avec Jordan et au basket, il y a Iverson qui signe ce contrat exceptionnel avec Reebok. Hein. C'est sur 10 ans et ensuite il y a eu une prolongation qui lui donne du coup par an $800 000 annuels. C'est l'image de Reebok. Et clairement. Qui va inclure, lorsqu'il aura 55 ans en 2030, $32 millions. Incroyable. Voilà. Le contrat que signe ce monsieur. Enfin bref. Non mais moi vous dire clairement, j'ai eu de la paire de basket Iverson, j'ai eu le maillot Iverson, j'ai eu les t-shirts Iverson Reebok, j'ai eu s'il y avait eu des slips Iverson, j'aurais acheté des slips Iverson. On peut te faire confiance. Là, je vous dis clairement, on pas vérifier forcément. Hein. C'était incroyable. Hein. Je dis et après quand il arrivait avec le style, les tatouages, les tresses, les bandeaux, c'était roue libre. Hein. Alors il faut le dire parce que Iverson l'a plusieurs fois dit en interview et ça on a tous aimé. C'est qu'il a toujours dit le plus important, c'est d'être moi-même. On est sur une sphère professionnelle. On parle de NBA, c'est un business. Et un business, qu'il faut le dire, qui est fermé. D'accord? Il n'y a pas de relégation et promotion pour certaines équipes. Non. On parle dans une NBA fermée avec un type de langage. Et Iverson a été le seul, je dirais, à pouvoir affirmer qui il était véritablement. Ça s'est même vu de manière positive et bien entendu négative. Si on va sur le terrain maintenant, année 99, il est meilleur marqueur de la Ligue encore une fois. Manière, il finit 4 fois meilleur marqueur de la Ligue. Hein. Est-ce que vous avez moi j'ai les moyennes. C'est ça, tu parles de quelle année? 98-99. 98-99, il est à 26-8. C'est Ensuite, ça. il est à 28-4 la saison suivante. Et enfin... Mais il n'est pas meilleur marqueur la saison suivante. Non. C'est Shaq, je crois. Ouais. Qui Après, il fait le doublé 2000-2001 et 2001-2002 à 31-1 et 31-4. 31-4, bien entendu. Et après, la saison à 30,7. Mais Iverson. C'est vraiment l'arrivée de Larry Brown qui le fait rentrer dans une autre dimension. D'ailleurs, ils veulent le trader. Alors, on va bien entendu en parler de cette saison 2001 parce que ça commence très très mal. Hein. Iverson, malheureusement, au niveau du quotidien, de la vie quotidienne, c'est pas ça pour le très haut niveau. La NBA est obligée de faire une loi pour que les gens viennent en costume, pour que les joueurs viennent en costume à cause d'Iverson. La NBA est obligée de faire une loi pour que les gens viennent en costume parce que les gens commencent à se lâcher. On voit Shaq qui arrive avec des tatouages aussi. On a les joueurs qui commencent à faire des tresses, les bling bling, l'album de rap qui a été une catastrophe que finalement n'est jamais sorti. Ouais, mais vaut mieux parce que bon. Et même Reebok se plaint de lui car il ne vient plus au rendez-vous. Mais il ne vient plus au rendez-vous et surtout c'est le retard qu'il faut surtout mentionner de la part d'Iverson et les absences à l'entraînement. Oui, c'est ça. Iverson est parfaitement conscient qu'il a un talent unique. D'ailleurs, son surnom The Answer arrive très vite. Qui veut dire par conséquent la réponse pour certains l'anglais c'est assez compliqué. Heureusement je l'attends encore. Et la saison 2000-2001 est la saison ultime de la part d'Iverson en termes de niveau. Quand on arrive, ils veulent le trader et il appelle le président pour lui dire il lui dit en gros je veux être capitaine, laisse-moi une dernière chance. C'est ça parce qu'en effet donc Billy King qui était déjà GM des Sixers prépare déjà le trade aux Clippers avec au moins 10 ou douzaine de joueurs en échange, 22 joueurs pour 10 équipes. Donc l'été 2000 était un été vraiment clé au niveau des transferts en NBA, ça allait changer véritablement le paysage NBA et Billy King avait déjà préparé donc les transferts avec ses autres confrères de la ligue et Iverson supplie Monsieur Pat Cross, qui était donc président des Sixers, qu'il avait donc drafté en 96 pour le garder dans la franchise et justement il fait une préparation qui change totalement et il devient leader. Il fait la saison de sa vie. Hein. Après il aura fait d'autres bonnes saisons après surtout aux Sixers, mais c'est vraiment la saison que tout le monde retient, la saison qui marque les esprits, c'est la finale NBA. C'est un premier match exceptionnel contre les Lakers. Les Lakers. Avec le cross sur Tyronn Lue, toi qui supportes les Lakers, il faut en parler. Rester par terre et ensuite il l'escalade. Il marche par-dessus. Mais cette image a fait le tour des bars NBA, des boutiques NBA. Mais c'est surtout ça qu'on aime parce qu'Iverson aime la rivalité. Tout ça pour pas gagner à la fin. Il n'a pas peur. Mais de toute manière, ils étaient donnés perdants. Oui, ils étaient donnés perdants. Comme dit Larry Brown le dit très bien, il dit
Il dit on n'a pas gagné cette année-là, mais Iverson nous a permis d'y croire. Mais c'est-à-dire que sans lui, on n'aurait jamais pu faire ce qu'on a fait cette saison-là. Il disait on savait qu'on allait sûrement pas gagner, mais il nous a permis au moins d'espérer. Mais c'est normal, c'est normal que Iverson. Mais de toute manière, l'effectif des Sixers de 2001 n'était pas conçu pour qu'il soit très fort offensivement. Si on va sur la saison 2001, alors la saison 2001, Eric Snow, Aaron Mackie et Mutombo. Mutombo, s'il te plaît. Je suis d'origine congolaise, donc si tu peux t'appliquer au travers de des pronoms. C'est bon, monsieur, 2 points, 2 contre, on va se calmer. Non, mais s'il vous plaît, messieurs, les Sixers font une saison 2001 exceptionnelle, hein. Oui. Mutombo finit meilleur défenseur de la ligue. En finale, il n'a pas défendu Aaron Mackie s'est fait marcher dessus quand même en finale. S'il vous plaît, Aaron Mackie finit meilleur 6e homme de la ligue. Meilleur 6e homme de la ligue. Vous avez encore une fois, les Sixers, ils finissent bien entendu premier à l'Est. On en reparlera. Et il y a encore, Iverson qui finit MVP et MVP aussi du All-Star Game. Donc, les Sixers raflent tout. On revient pas sur ce All-Star Game. Pourquoi? Tous les supporters de l'Ouest, là, je pense qu'ils vont l'avoir mauvaise. Ils ont rattrapé 15 points. Ah non, moi, Est, 100%. Ah, t'es un homme de l'Est, hein. T'es de la Ligue des losers, c'est ça? Ah, non. Tu cherches les problèmes, Samuel. Je t'assure, tu cherches les problèmes. La Ligue du froid. On risque de parler de toi l'imparfait si tu continues. La Ligue du froid. Moi, je suis le bling bling. Je suis le bling bling. Je suis la Californie. Je suis la plage. Si on parle de l'Est, j'ai mentionné un point que je pense pour moi important. Iverson aimait la rivalité. Il y a un joueur justement qui se mentionne bien par rapport à ce contexte-là, c'est Stephen Marbury. Il y a un match saison régulière, la saison 2000-2001 justement, où Stephen Marbury ouvre la lèvre d'Iverson sur un coup de coude parce que tous les deux jouent meneur en fait. Enfin, en ce temps-là, Iverson jouait au poste 2, mais là en 1 contre 1, il y avait un duel. Marbury lui ouvre la lèvre. Iverson, donc à temps mort, on le soigne et il y a George Lynch. Un des soldats des Sixers au poste 3 des Sixers au cours de cette saison 2000-2001 et il dit à Iverson, est-ce que tu veux qu'on s'occupe de lui? Ça veut dire que tout le monde était prêt au travers de cet effectif-là à aller pour Iverson. C'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'Iverson, même à la fin de sa carrière, a plusieurs fois dit, cette saison 2000-2001, j'avais mes soldats. Et on allait au front à la bagarre. Tu as raison, et même les matchs de play-off où il est moins bien à cause de ses douleurs. Exact. Il se met vraiment dans son rôle de meneur et les autres portent leurs responsabilités, ils y vont à fond. Hein. D'ailleurs, en parlant de blessures, on refait un peu tout le récap de toutes les blessures qu'il a sur toute la saison. Si t'es capable de le dire, nous on te suit. Je suis incapable parce que le gars a je ne sais plus combien de blessures, c'est beaucoup. Dizaines de blessures. Et pourtant, il continue à jouer. D'ailleurs, il joue jusqu'à la fin, mais il en peut plus à la fin. Si on regarde les stats d'Iverson au niveau des minutes jouées, je crois que plusieurs fois dans la ligue, il a fini 5 à 6 fois, 5 fois à peu près au niveau du temps de minutes sur le terrain. Je crois que c'était l'un des joueurs qui joue le plus sur le terrain au niveau des minutes. Hein. C'est-à-dire le banc, il le connaît pas, monsieur Iverson. Hein. En termes de minutes, il termine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois avec le plus grand nombre de minutes sur la saison. Non, monsieur Iverson. En carrière, si tu prends en plus... Son corps était usé. Hein. Si tu prends tout ce qu'il a fait à Détroit, etc., donc il a pratiquement pas joué. Le gars, il a 41 minutes de moyenne en carrière. Ils l'ont usé, hein, les Sixers l'ont usé. Hein. Alors cette saison 2000-2001 où en effet les Sixers battent les Raptors 4-3 en demi-finale, 4-3 encore une fois. Où ils délèguent beaucoup à Aaron Mackie. Les Bucks de Milwaukee en finale de conférence Est. Bon, en effet, il y a le match 1 face aux Lakers qui restera légendaire, mais les Lakers sont le seul qui est au-dessus. Ils les battent 4 bien entendu. Ce qui est frustrant par rapport à Iverson, et monsieur peut-être vous pourrez me suivre, c'est que malheureusement, il n'y a pas cette continuité. Après, il n'y a plus rien. Mais après, en fait, c'est pour ça que je pense que en fait, cette année-là a été l'année du coup. Cette année-là est l'année du coup où en fait, il aurait pu se passer quelque chose. Il aurait pu se passer quelque chose cette année-là. Et ensuite, étant donné l'effectif qui n'était pas au niveau, il n'avait pas les capacités de le faire tous les ans. Et c'est pour ça qu'après, il y a la trahison un peu avec ce transfert à Denver qui est un peu inattendu, mais les Sixers veulent repartir à zéro. Alors avant ce transfert à Denver, il faut mentionner aussi plusieurs faits divers avec Iverson. C'est-à-dire il y a eu des problèmes avec sa femme Tawana, où il l'a suivi dans toute la ville de Philadelphie en voiture. Il l'a suivi, il traitait, il l'a plusieurs fois insulté, c'est pétasse, salope. Enfin bref, c'est son épouse. Il l'avait épousée. Il l'avait épousée depuis le lycée, je crois. Il avait épousé Aaron Mackie, qui a été le coéquipier d'Iverson au cours de cette saison et de plusieurs années aux Sixers, et son grand ami. Il a plusieurs fois témoigné et défendu Iverson. Malheureusement, son transfert, parce que Pat Cross n'en pouvait plus, hein. Même Larry Brown c'était trop dur à gérer. Il n'en pouvait plus, notamment au cours de l'année 2003, hein, où Larry Brown lâche concrètement les Sixers. Il signe ensuite aux Pistons pour le titre qu'il gagne ensuite en 2004. Après, avec Team USA pour toutes les défaites. Le fiasco, là. D'ailleurs, le fiasco d'où Iverson fait partie en 2004 à Athènes.
Malheureusement, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Non, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Il a essayé juste sur le leader, mais il n'avait pas le caractère nécessaire sur la longueur pour pouvoir performer comme il a fait au cours de ces saisons 2000-2001. Alors certes, au niveau du scoring, rien à dire, mais amener les autres. Même au niveau du scoring, au final, Marbury score plus que lui. Marbury score plus que lui au final en 2004. On s'en fout. Ouais, mais en 2004, il est vraiment pas terrible. Comment tu peux mentionner une chose pareille? En 2004, il est pas terrible. Mais tu n'as même pas honte de mentionner des choses comme ça. En 2004, il n'est pas terrible. Et maintenant, ce qu'il faudrait dire, messieurs, quelle est la place pour vous d'Iverson dans l'histoire? Vous le mettez où? Où est-ce que vous le placez? Comme je dis souvent, c'est mon amour de jeunesse, mais ce n'est pas mon grand amour. Dans le sens où, dans l'histoire, ça a été un très gros départ qui a marqué les esprits, qui a été fabuleux, qui nous a tous fait rêver, mais une fin qui n'est pas à la hauteur du joueur qu'il a été. C'est-à-dire qu'il nous laisse au final sur une, comme quand vous allez au restaurant, vous mangez bien, et puis le dessert est pas terrible. C'est ça. Vlad. Génial la référence. Ouais, sa place dans l'histoire, c'est surtout, je pense, une très très grosse frustration parce que c'est un gars qui aurait pu être, facile top 10 all-time, sauf que il a voulu trop reposer sur son talent, ne va pas aux entraînements. Tout à fait. Donc practice. Voilà, donc il y a tout ça et après on connaît la fin de carrière où il est passé à Memphis, Détroit et là c'était à misère sans compter son passage très bref en Big Three et là c'était un pur gâchis. Mais bon, après il y a tout le côté révolution aussi, notamment sur l'hip-hop culture qu'il a pu apporter avec à la fois aussi tous les éléments à la fois positif et négatif, la loi sur le dress code et tout ce qui va derrière. Yes. Le mec a quand même retourné le game, mais que ce soit positivement, mais négativement. Mais bon, il a laissé sa trace, quoi. Est-ce que vous vous souvenez de la musique de Ivy, Satisfaction? Everything I want. Pour les enfants, c'est un gros classique. Excusez-moi pour l'anglais. Dis pour les enfants, c'est un gros classique. C'est qu'en fait, dans le clip, Ivy portait le maillot d'Allen Iverson. Ce mec a touché toutes les couches des États-Unis et même de toute notre jeunesse, quel que soit l'endroit dans le monde en fait. On connaît tous Allen Iverson à la même échelle que Mike Tyson à la boxe. On connaît tous ce monsieur-là sur le terrain et il nous a fait rêver. Pour un joueur d'aussi petite taille, ce qu'il a prouvé sur le terrain face à des méga lourds, parce qu'il faut bien parler en NBA, on avait affaire en moyenne à des mecs à plus de 105 kilos. Et Iverson a démontré, nous a fait vraiment rêver parce qu'il a fait rentrer pour des mecs qui se disait je peux pas jouer au basket, donc je peux réussir malgré ma taille en fait. Et sur ça, il faut quand même en parler. Au niveau de son héritage, malheureusement en termes de titres, c'est vraiment ça comme vous l'avez dit qui manque. Iverson, on l'entendait beaucoup plus fort qu'il avait été. En effet, surtout ce qui concerne les entraînements et consorts, ça n'a pas suivi. Et même ses rapports également avec les coachs, parce que Larry Brown, il y a eu plusieurs fois des embrouilles. Même pas de cross au niveau du board. Et en effet, il y a un goût d'inachevé parce que moi, je pense que c'était celui qui devait concurrencer Kobe Bryant.